Bienvenue à tous et à toutes pour cette séance de jeudi qualité. Aujourd'hui, nous allons parler des affaires réglementaires. C'est juste une introduction, encore une fois. On va pas aller dans les détails. C'est pour donner un aperçu de comment s'organisent les affaires réglementaires sur le continent. Et je crois que on va essayer d'explorer l'ensemble des tenants et des aboutissants euh, de ce monde-là, le monde des affaires réglementaires. Ah, ça me vient à l'idée, mais je verrai tantôt si j'ai mis ça dans mes diapos. Sinon, ça va être pour une prochaine formation ou prochain live sur les bonnes pratiques de fabrication, justement. Donc, comme vous le savez, mon nom est Cossim Olé. Donc, je suis chimiste, biologiste certifié Lean Six Sigma, PMP, Project Management Professional. Et j'ai 25 ans d'expérience donc en pharmaceutique, développement pharmaceutique, production, opération et aussi tout ce qui concerne la qualité, la validation et etc. Donc, pour commencer, notre avertissement, donc c'est une activité de formation organisée par Mivado Global Performance avec Cossimon Lay. Le contenu de cette formation est entièrement sous notre responsabilité. Nous détenons le droit d'auteur sur tout le contenu et puis sur les diapos et les vidéos et aussi sur le contenu qui se trouve sur nos plateformes web. Cela étant dit, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler donc des affaires réglementaires donc sur le plan africain. Vous savez que le monde pharmaceutique, agroalimentaire et puis les instruments médicaux sont érigés par des lois et règlements qui sont soit sous la gouverne donc des gouvernements nationaux ou alors des organisations régionales ou alors des organisations internationales. Donc, cette présentation vise à explorer le cadre réglementaire des affaires réglementaires, des affaires pharmaceutiques plutôt, en Afrique. Donc, nous aborderons différentes réglementations nationales, régionales, l'impact des normes internationales ainsi que les défis actuels et les perspectives d'avenir pour le secteur pharmaceutique en Afrique. Donc, pour aller de l'avant, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons essentiellement voir les cadres réglementaires. Je vais mettre ça au pluriel, mais bon, ça va être un cadre réglementaire sur le plan national. Comme je viens de le dire, les pays individuellement doivent avoir des institutions en place pour gérer tout ce qui concerne les pharmaceutiques. On va voir sur le plan régional africain comment s'organise cette réglementation et comment la région de l'Afrique est, met en place donc des directives et des lois et règlements pour gérer, n'est-ce pas, tout ce qui concerne les pharmaceutiques. On va faire un petit tour vers les normes internationales et leur impact. On va parler des affaires réglementaires en Afrique de l'Ouest. Surtout, ça va être des cas concrets, là, enfin, un des cas concrets qu'on va voir juste pour illustrer nos propos. Et on va finir par des défis et perspectives d'avenir. Donc, la table, elle est mise de cette façon. Comme je le disais, c'est un aperçu et que tout le monde, enfin, ceux qui travaillent dans les milieux pharmaceutiques ou qui connaissent un peu savent que les affaires réglementaires jouent un grand rôle au niveau de la production pharmaceutique. En fait, tout le système qualité sera basé sur les différentes lois et règlements, les bonnes pratiques, etc. que nous avons en place. Donc, d'emblée, comment définir les affaires réglementaires? Euh, une définition classique est que les affaires réglementaires pharmaceutiques dans l'industrie
c'est défini comme une discipline, en fait. Donc, comme c'est une discipline, cette discipline veille à la conformité des médicaments. Donc, la discipline va s'occuper à ce que les médicaments soient conformes, euh, de même que les dispositifs médicaux et autres produits de la santé. Vous voyez? Donc, on va assurer la conformité des médicaments, des dispositifs médicaux, des autres produits de la santé par rapport donc à la réglementation en vigueur, au développement, à la commercialisation. C'est un domaine crucial pour assurer la qualité, justement, la sécurité et l'efficacité des produits pharmaceutiques pour les patients. Donc, on voit que à partir de là, on va assurer euh, la sécurité et puis la conformité donc des médicaments à partir des standards. Donc, ces standards euh, sont des fois émis par des organisations internationales ou ça peut être des associations. Ensuite, au niveau de la régulation, de la réglementation, on va voir que euh, on va, au niveau des entreprises, il sera mis en place des procédures, des règles, des lois et puis des contraintes. Donc, tous ces éléments-là, que j'appelais les éléments clés donc, de la réglementation, vont euh, faire partie intégrante donc, de ce que nous appelons les systèmes des affaires réglementaires. Donc, de façon générale, quand on va parler donc de la réglementation ou de la régulation, ça dépend quelle école on était allé. Il y en a qui vont parler de la réglementation. La régulation, souvent, c'est une interprétation, je dirais, une traduction littérale donc, de l'anglais, puisque les Anglais vont dire regulations. Donc, regulations en tant que tel n'existe pas comme ça en français, mais nous, on dit la réglementation en français. Donc, de temps en temps, je vais dire régulation pour dire, bon, OK, ce sont des réglementations en fait. Donc, ce sont les éléments qui composent cet aspect-là. Donc, vous avez la conformité, les standards, les procédures, les règles, les lois, les contraintes. Tout cela font partie donc de systèmes de réglementation qui vont servir à bâtir, n'est-ce pas, la discipline que nous appelons les affaires réglementaires au niveau de la production pharmaceutique. Donc, voilà. Donc, c'est un peu la définition classique, OK? Donc maintenant, ça peut varier selon les domaines dans lesquels on évolue. Et à ce niveau-là, bon, c'est de toute façon, la définition de base va rester telle qu'elle et puis il va se greffer quelques variantes à ce niveau-là. Euh, Aussi, au niveau des affaires réglementaires en tant que telles, il faut préciser certains éléments, OK? Plus précisément, les affaires réglementaires vont comprendre ce que nous appelons la conformité réglementaire. Ça, vous êtes déjà au courant, puisque c'est ça qui est la base même de la définition des affaires réglementaires. OK? Cela implique quoi? Cela implique euh, d'appliquer les réglementations nationales, les réglementations européennes, en fait, les réglementations internationales qui sont en vigueur tout au long du cycle de vie du produit. OK? C'est que ça, comme ça, on fait partout sur la planète, partout où il y a de la production pharmaceutique. En règle générale, on va s'assurer qu'on utilise toutes les réglementations disponibles parce qu'aucun État, aucune organisation ne peut prétendre avoir toute la réglementation. Et puis, ça varie aussi énormément selon les considérations, etc., selon l'environnement, etc. Donc, il faut aller chercher tous ces éléments-là pour bâtir son système d'affaires réglementaires. Okay? Normalement, si on a une bonne équipe en place, tout ça se fait avec des recherches selon la connaissance du produit qu'on a en place, etc., etc. Donc, ce sont ces éléments-là qui vont guider à mettre en place un système qualité, un système d'affaires réglementaires qui répond donc aux normes internationales.
Ensuite, il y a ce que nous appelons la gestion des dossiers et des demandes d'autorisation de mise en marché. Nous sommes tous conscients qu'un produit pharmaceutique ne se vend pas comme des petits pains au bord de la route, comme on veut. Donc, si on veut mettre ça sur le marché, ça prend une autorisation. Excusez-moi. Donc, cette autorisation, ben, c'est ce que nous appelons autorisation de mise en marché. Et ça, on doit constituer son dossier pour aller la voir. Donc, les affaires réglementaires visent à gérer ce dossier-là aussi. Et ça permet de mettre son produit sur le marché. Qu'est-ce que cela inclut? C'est la préparation, le dépôt et le suivi des dossiers pour obtenir l'autorisation de commercialiser, n'est-ce pas, le produit. Donc, à la suite de ça, on va voir que les affaires réglementaires vont s'occuper aussi donc, de tout ce qui concerne la pharmacovigilance. C'est le suivi, etc. Donc, c'est quoi la pharmacovigilance? Comme c'est en deux mots, hein. Il y a pharmaco, donc pharmaceutique ou pharmacologie, et puis vigilance. Donc, il faut être vigilant, etc. Cela veut dire que lorsqu'on met un produit sur le marché, on doit faire, d'abord, il faut faire l'étude clinique. Au niveau des études cliniques, on voit que on évalue le produit justement pour ses effets secondaires et puis ses effets euh, positifs aussi, parce que c'est d'abord le produit, c'est pour guérir, ok, des symptômes ou alors une maladie. Ça, c'est l'effet bénéfique. Et de l'autre côté, le revers de la médaille, ce sont les effets secondaires ou les effets indésirables. Donc, la pharmacovigilance, c'est toute une discipline qui vient surveiller ces ébats-là avant et après la commercialisation, avant et après euh, la consommation du médicament. Donc, et ça, c'est sur tout le long du cycle de vie du produit. OK? Donc, dans la même foulée, on va parler donc de la gestion des essais cliniques, justement, puisque avant de mettre un produit sur le marché, ça prend cette étude ou ces essais cliniques-là qui permettent d'aller questionner le médicament. C'est quoi la nocivité, la dose à mettre, à administrer, etc., etc. Il y a plusieurs paramètres qu'on va tester, même les effets indésirables, les effets placebo, etc., nommez-les. Donc, tous ces éléments sont gérés au niveau des essais cliniques et c'est toujours les affaires réglementaires qui vont jouer un grand rôle dans la documentation, la gestion, la mise en place de tout le système documentaire jusqu'à l'autorisation de mise en marché. C'est pour ça que tout est lié en fait. Ensuite, ceux qui travaillent essentiellement au niveau des affaires réglementaires vont faire le suivi donc de la réglementation concernant la publicité et la promotion des médicaments. Dans la plupart des pays de ce monde, euh, on évite la, on évite la publicité sur les médicaments. Donc, c'est rare, c'est très rare de voir de la publicité sur les médicaments, à part certains médicaments où, bon, on essaye de... Vous allez voir qu'on ne fait jamais de l'allégation, une publicité pour dire que voici le médicament qui va soigner le diabète. Ça n'existe pas. Mais par contre, on peut contourner la loi pour dire, OK, est-ce que vous connaissez ce produit? Et demandez à votre médecin, par exemple. Donc, c'est une façon de dire, allez poser des questions à vos médecins, puisque seuls les médecins et les pharmaciens peuvent dire exactement c'est quoi la nature du produit. Donc, euh, bon, je donne ça par rapport à la réglementation donc nord-américaine ou alors européenne. Peut-être en Afrique, c'est différent. Donc, c'est à voir. OK? Donc, ce sont des paramètres que nous devons gérer, faire le suivi des, de la publicité, ne pas induire les gens en erreur surtout, ou ne pas vendre de fausses promesses. Donc, vanter la qualité du produit qui n'en est pas. Donc, ce sont des éléments à surveiller. Après, nous avons l'accompagnement donc des entreprises pharmaceutiques
dans leur démarche réglementaire. Évidemment, le fait de produire un médicament ou de mettre sur pied une installation de production ne suffit pas. Ça prend toute la démarche réglementaire. Et Dieu seul sait, selon la nature du produit, quelle sera la durée et puis la charge de travail qui va découler de cette démarche-là. Donc, cela peut inclure la formation des équipes, la mise en place des systèmes de gestion de la qualité et l'assistance lors des inspections réglementaires. Okay, vous voyez, donc ce sont des domaines très précis, des domaines où on a besoin euh, de l'expérience et puis de la connaissance aussi, surtout du produit, des lois et règlements, des normes, de la réglementation sur le plan national, régional et international. Donc, c'est assez vaste. C'est un vaste domaine et en général, ça se fait bien lorsqu'on maîtrise tout cela et c'est pas sorcier, je dirais. Donc, c'est un peu ça, les affaires réglementaires de façon générale. Normalement, avec ça, on connaît tout, on peut démarrer sa production et puis aller chercher les normes, les règlements qu'il faut, qui s'appliquent, etc., etc., tout en s'assurant qu'on soit bien formé. Donc, en résumé, qu'est-ce que je veux dire par là? Les affaires réglementaires pharmaceutiques sont un domaine spécialisé hein, qui vise à garantir la sécurité, la qualité et l'efficacité des médicaments et dispositifs médicaux ou tout produit de santé, ok, tout en respectant les réglementations en vigueur. Et ces réglementations en vigueur, ben voilà, il faut aller les chercher d'après ce qu'on vient de dire. Donc, voilà un peu comment je peux définir ici en quelques diapos les affaires réglementaires. Alors, on va maintenant parler donc du cadre réglementaire national. Comment s'organisent nos États, nos gouvernements sur le plan national. Euh, les affaires réglementaires pharmaceutiques en Afrique commencent par les cadres nationaux. Donc, chaque pays a ses propres autorités de régulation et procédures d'approbation des médicaments qui garantissent la sécurité et l'efficacité. Cela établit donc la base pour les essais cliniques et leur conduite dans chaque pays. C'est sûr que il y a des pays qui sont en retard, il y a des pays où c'est pas efficace, il y a des pays où il y a la lourdeur administrative. Donc, on a déjà parlé de ça euh, dans d'autres lives. On a parlé lorsque on parlait des défis donc du monde pharmaceutique en Afrique, j'avais déjà parlé de ça. Et donc, ça revient ici de façon spécifique avec tout ce qui concerne les affaires réglementaires. Donc, la participation, c'est quoi les principales autorités de réglementation en Afrique? Euh, on va voir que dans nos pays, normalement, si je prends l'exemple de la sous-région ouest africaine, nous avons des, une instance, je dirais, régionale. Normalement, c'est l'UEMOA qui, sous la gouverne donc des ministres, des ministres de la santé de chaque pays membre, se sont organisés pour édicter ce que nous appelons les bonnes pratiques de fabrication de la zone UEMOA. Donc, c'est à ce niveau-là que va se définir certaines réglementations au niveau des pays de la zone UEMOA. Okay? Mais chaque pays a soit une direction des médicaments et de la santé, ou alors une agence de médicaments. Okay? Euh, c'est comme ça que c'est hiérarchisé. De toute façon, là, tous les pays de la zone UEMOA doivent avoir une agence de médicaments et de contrôle des médicaments en place. Ça, c'est une exigence même donc de la zone enfin de l'UEMOA. Mais bon, tout le monde ne l'a pas encore, mais les, les pays y travaillent. Donc, chaque pays africain doit disposer d'une autorité nationale de réglementation des médicaments telle que la Food and Drug Administration. Okay? Au Nigeria, on a quelque chose. Au Bénin, on a l'Agence nationale des médicaments.
etc. En Afrique du Sud, on a aussi quelque chose qui est déjà en place. Donc, ces autorités sont principalement en place pour assurer donc l'évolution des médicaments et de leur approbation, de leur surveillance sur le marché, etc., etc. Donc, ce sont des agences, des instances qui contrôlent, qui surveillent, qui veillent, qui donnent les autorisations de mise en marché, etc., etc. Donc, tous les pays sont organisés ou vont s'organiser de cette façon-là. Donc, c'est ça aussi. Une fois approuvés, les médicaments sont surveillés sur le marché pour détecter tout problème de sécurité ou d'efficacité. C'est là où je parlais de la pharmacovigilance. Exactement, qu'est-ce que ça fait, cette discipline de pharmacovigilance? C'est la surveillance, tout simplement. Il y a les producteurs et puis les fabricants, ceux qui vendent, les pharmaciens qui doivent faire la pharmacovigilance, mais il y a aussi les États ou les gouvernements ou les agences de médicaments qui vont aussi faire de la pharmacovigilance. Donc, tout le monde surveille de son côté le produit sur le marché. Donc, c'est important de le faire pour déceler les problèmes et puis apporter les, apporter les modifications nécessaires ou apporter les solutions nécessaires s'il y a lieu. Donc, c'est très important de l'avoir. L'autre aspect, ce sont les procédures d'approbation donc, des médicaments. Évidemment, au niveau des procédures, donc chaque agence ou des instances de réglementation vont mettre en place des processus d'évaluation ou d'approbation qui va impliquer un examen approfondi des données sur la sécurité, l'efficacité des médicaments avant leur mise sur le marché. C'est important de le faire parce que ça fait partie de la réglementation. Ça, c'est un. De deux, on veut assurer la sécurité du patient toujours. Donc, c'est fondamental. Le produit doit être sûr, efficace et doit agir comme on le veut. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre des normes de sécurité en place. Ces normes sont essentiellement pour protéger la santé publique, garantissant que seuls les médicaments sûrs sont approuvés. Vous voyez, donc, je donne toujours l'exemple donc de l'aspirine ou du paracétamol. Aujourd'hui, tout le monde, quand on a un petit bobo, un petit mal de tête, on court, on prend l'aspirine, on le met dans sa bouche, on l'avale, etc. Et on attend que ça passe. C'est parce qu'on a une certaine confiance sur ces médicaments-là qui ont été éprouvés, qui ont démontré leur efficacité, leur sécurité, et on ne se pose même plus de questions lorsqu'on avale ce genre de produit. C'est pourquoi c'est comme ça, c'est parce qu'il y a un travail de réglementation, un travail d'efficacité, d'évaluation, de sécurité, etc., qui a été fait en amont avant d'arriver à cette confiance que nous avons au niveau des médicaments comme le paracétamol et puis l'aspirine et consorts. Donc, on a démontré l'efficacité de ces produits-là. OK? Donc, l'évaluation de l'efficacité est très primordiale. Donc, d'ailleurs, ça fait partie aussi de l'autorisation de mise en marché, du dossier d'autorisation de mise en marché. Vous devez démontrer l'efficacité de votre produit pour s'assurer que le médicament offre des bénéfices escomptés aux patients. C'est très, très, très important. Donc, les procédures d'approbation des médicaments varient d'un pays à un autre, mais va impliquer généralement un examen rigoureux des données de sécurité et d'efficacité. Donc, ces processus sont essentiels pour garantir que seuls les produits sûrs et efficaces atteignent le marché. Au niveau des exigences pour les essais cliniques, on en a parlé tantôt puisque ça fait partie donc de tout le système des affaires réglementaires. Il est primordial de savoir que la question d'éthique va jouer un rôle déterminant puisque l'approbation éthique euh, est cruciale pour garantir que euh, les droits et la sécurité des participants sont protégés lors des essais cliniques. On ne doit pas prendre, c'est vrai que on fait des essais sur les animaux, maintenant c'est rare, euh, sur les humains. Euh,
il y a toute la question de dignité humaine, de sécurité. On ne doit pas mettre la vie des gens en danger. Il y a toute la question d'éthique morale, etc., etc. Quel genre d'analyse on peut faire, lesquels on ne peut pas faire. Donc, ça prend une équipe qui gère cette partie de l'éthique. Et pour déterminer que ben, on fait les choses dans les règles de l'art. Vous voyez? Donc, on va avoir aussi, pour les essais cliniques, des normes internationales qui vont mettre des garde-fous. Donc, ils vont protéger soit le patient, soit les entreprises pour telle action. Donc, les essais cliniques doivent être conformes aux normes internationales pour assurer la qualité et la validité des résultats obtenus. Donc, euh, nous sommes des humains. Les humains, bon, à chaque fois qu'on a l'occasion, on veut toujours contourner les règles qui sont en place parce qu'on veut la facilité, etc., etc. Donc, on peut aussi, de façon délibérée, euh, mettre en péril, je vais dire, les essais cliniques et présenter des résultats qui ne sont pas nécessairement, qui ne reflètent pas nécessairement la réalité. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une surveillance à ce niveau, au niveau des essais cliniques pour assurer que effectivement, on a des données qui sont valides, qui sont sécuritaires, qui sont éprouvées et qui démontrent l'efficacité donc du produit. C'est un monde très vaste aussi. Donc, il y a la protection des participants. C'est très important ici de protéger toujours les participants parce que leur vie est mise à portée donc, de ces essais cliniques-là. Donc, il est essentiel pour eux de maintenir la confiance et l'intégrité des essais cliniques. OK? Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont rentrer en jeu. Et en tant que responsable d'affaires réglementaires, vous devez au moins, si vous n'êtes pas spécialisé là-dedans, puisque on a vu que c'est vaste, hein, il y a quasiment six éléments clés dans ce chapitre-là. Donc, c'est sûr qu'une seule personne peut ne pas faire toutes ces six, peut ne pas être spécialisée dans ces six éléments-là. Donc, du moins, il faut connaître de façon globale, excusez, toute, je vais dire, toute cette discipline-là et essayer de voir c'est quoi les interactions entre chaque élément clé. Donc, on les a nommés tantôt, je vais dire conformité, études cliniques, pharmacovigilance, etc., etc. Donc, les essais cliniques en Afrique doivent respecter les exigences spécifiques, notamment l'approbation éthique et la conformité des normes internationales. Cela assure la protection des participants et la validité des résultats des essais cliniques. OK? Donc, voilà un peu ce que nous voulons dire par là. En fait, au niveau de la réglementation en tant que telle, ok, en Afrique, euh, il faut s'assurer que nous avons des organisations régionales en place, ok, qui vont assurer euh, la mise en place des normes, ok. Donc, au-delà de ces réglementations nationales, il va exister, oui, il existe des efforts importants pour harmoniser les réglementations à travers le continent. Cela permet d'améliorer justement l'efficacité et de faciliter le commerce des produits pharmaceutiques entre les pays africains. Souvenez-vous, dans d'autres lives, on a parlé donc de cette zone de libre-échange africaine. Donc, ça permet, si on harmonise toutes nos réglementations, on peut facilement euh, faire circuler nos produits et éviter les contrefaçons, etc., entre les pays, etc. C'est parce qu'il n'y a pas eu d'harmonisation que c'est un problème comme les faux médicaments vont traverser d'un pays à l'autre
entre autres, je ne dis pas que c'est le manque d'harmonisation qui est la cause de ce phénomène, mais ça peut participer. Ok. Donc, une des causes serait liée à cela. Donc, lorsque tous les pays auront une réglementation unique et que la zone de libre-échange sera bien définie, on peut jouer sur les contrefaçons et puis la distribution des faux médicaments à travers nos pays. Enfin, d'un pays à un autre, parce que finalement, on a les mêmes règlements, on sait que ça marche comme ci, comme cela dans chacun des pays. Donc, c'est très important de veiller à cela et que d'emblée, leur rôle, ils vont jouer un rôle déterminant hein, au niveau de la réglementation, ces organisations-là. Nous avons l'Union africaine qui est déjà en place, donc qui s'occupe à une branche, je dirais, de réglementation pharmaceutique, qui est l'AMA, Agence Agence des médicaments, j'oublie toujours ce sigle-là. Euh, African Medicine Agency, ça c'est en anglais ça. Donc, Agence des médicaments, Agence africaine des médicaments, en tout cas quelque chose de ce genre en français. Donc, ils vont promouvoir donc, la coopération entre les pays africains dans divers domaines, entre autres dans le domaine médical. Okay? Donc, elles facilitent la coopération entre les pays et soutiennent l'harmonisation des lois sur les médicaments. On va voir aussi que l'autorité africaine de médicaments va permettre une certaine harmonisation des lois sur les médicaments en Afrique. Donc, grosso modo, au niveau de l'AMA, c'est pour harmoniser nos lois, les règlements sur les médicaments en général. Okay? Donc, et cette harmonisation, je crois que euh, ça sera bienvenu, étant donné que nous appelons tout ça de nos voeux et que l'Afrique va constituer une grande zone de libre-échange. Donc, cela va permettre la circulation des biens que sont les médicaments, justement, et qui, on va éliminer peut-être les taxes douanières là, entre pays, ce qui peut contribuer à réduire le prix du médicament, vous voyez. Donc, c'est dans ce sens-là. Et aussi, lorsque on veut mettre sur le marché nos produits, ben, on n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Aujourd'hui, si on ne fait pas l'harmonisation des réglementations en Afrique, c'est que lorsqu'on produit, par exemple, au Sénégal et qu'on veut vendre en Gambie, ça prend une autorisation. Lorsque vous voulez vendre au Mali, vous devez avoir une autorisation. Et ainsi de suite. Il y a 54 pays. Donc, ça va prendre minimum 54 autorisations de mise en marché. Et ça, c'est pas possible pour une entreprise. C'est mortel, ça. C'est beaucoup de sous, beaucoup de temps perdu, dépensé, etc., etc. Donc, c'est lorsqu'on va faire l'harmonisation, cela va réduire tout ça. Et puis, les entreprises peuvent faire faillite juste parce qu'ils doivent faire ce genre de déclaration de mise en marché dans 54 pays différents. Donc, c'est pas tenable, c'est trop. Donc, vivement l'harmonisation pour que cela soulage, n'est-ce pas, les entreprises qui veulent offrir des produits aux Africains. Ensuite, ah ben voilà justement la page Internet de l'AMA, African Medicine Agency, comme je le disais. Donc, c'est, ils sont là essentiellement pour les produits et technologies dans le domaine médical. Donc, ils participent avec leadership à la création et la mise en place donc, des réglementations dans le domaine pharmaceutique, surtout en Afrique. Vous voyez, donc c'est leur domaine de prédilection. Donc, ils vont supporter la croissance locale en pharmaceutique, en production pharmaceutique. Ils vont mettre en place des objectifs clés. Donc, au niveau de la production au niveau du plan de production pharmaceutique en Afrique, etc., etc. Donc, c'est un outil essentiel pour nous. L'AMA, c'est un organe en passant de l'Union africaine. Hein. Donc, faut pas oublier ça. Donc, comme c'est écrit en anglais hein, sur les diapos.
Donc, je voulais présenter ça. Normalement, si vous tapez ça à main Union africaine, etc., vous devez retrouver ça sur Internet et vous pouvez passer à travers. Ils ont plein de... Ils ont écrit beaucoup de choses et puis ça donne des idées à ce niveau. Donc, c'est important de surveiller ça, de voir qu'est-ce que le voisin fait, qu'est-ce que les agences euh, régionales font au niveau donc, de la réglementation pharmaceutique. L'autre élément, c'est le WAO, ça c'est en anglais, le OAS, c'est le West African Health Organization, Organisation Ouest-Africaine de santé, voilà, ça je l'ai. Eux aussi, le WAO ou le OOAS est une branche de la CEDEAO, en fait, la branche de la santé pharmaceutique de la CEDEAO. Donc, cette organisation aussi participe à l'harmonisation donc, des lois et règlements euh, de la santé et des pharmaceutiques donc, dans la zone CEDEAO uniquement. Hein. Donc, je précise bien. Donc, c'est une institution spécialisée, comme on dit, de la CEDEAO, de la Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, en charge donc des questions de santé. L'OAS a été créé, ça j'ai l'information, le 9 juillet pardon, 1987. Donc, qu'est-ce que ça doit faire? Et, bon, grosso modo, ils permettent l'harmonisation donc de la réglementation pharmaceutique et l'intégration régionale du point de vue pharmaceutique et santé donc des pays membres de la CEDEAO. Maintenant que Mali, Niger, Burkina Faso ne sont plus membres, je ne sais pas ce que ça va devenir, mais en tout cas, on verra bien. Donc, ils ont des organes aussi spécialisés de décision, etc., et puis ils prennent des décisions et puis votent de certaines lois et règlements, surtout au niveau donc, du monde médical et puis pharmaceutique. Donc, normalement, au niveau de la CEDEAO, si les réglementations sont bien en place, une fois que vous demandez votre autorisation de mise en marché chez WAO, normalement, vous n'avez plus besoin d'aucune autorisation pour vendre vos produits dans la CEDEAO. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Donc, vous devez avoir une autorisation au niveau de WAO pour vos produits, mais sur le plan individuel des États, je crois que vous devez fournir des dossiers euh, aussi. Mais bon, je crois que ça va s'en venir. Ils vont harmoniser tout ça. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe déjà et que euh, nous devons mettre en, euh, dans nos dossiers d'affaires réglementaires et se souvenir que nous avons des organisations régionales et nationales qui sont en place pour aider les entreprises au niveau donc des affaires réglementaires ou au niveau quand il sera le temps de bâtir notre système qualité aussi, c'est quelque chose qu'on va utiliser. Harmonisation des réglementations, le but visé de toutes ces structures, organisations, etc., c'est pour harmoniser la réglementation, justement. Donc, la réduction des obstacles au commerce, je l'avais dit tantôt. Donc, l'harmonisation des réglementations aide à éliminer les barrières commerciales, facilitant ainsi les échanges entre les pays. On va voir qu'il va y avoir, une fois que l'harmonisation est faite, l'effet direct aussi sera l'amélioration de la qualité des produits. Vous voyez, en harmonisant la réglementation, on peut garantir une qualité uniforme des produits sur le marché. Et aussi des initiatives comme Smart Afrique. Donc, des programmes comme Smart Africa visent à aligner les réglementations et à renforcer la coopération régionale. Tout ça, ce sont des choses qui sont les bienvenues. Donc, ce sont des initiatives qui permettent de faciliter la circulation, la mise en marché des produits et assurer une certaine efficacité au niveau de la santé publique. Vous voyez, donc c'est très prometteur ces éléments-là. Au niveau donc de la région, nous allons voir
quelques exemples. Donc, des exemples, je dirais, au niveau de la surveillance des médicaments, des projets conjoints de surveillance des médicaments permettent de renforcer la sécurité et l'efficacité des traitements à l'échelle régionale. Donc, c'est important de le souligner. Nous avons évaluation conjointe donc, des traitements. Donc, on peut, grâce à des efforts d'évaluation conjointe des nouveaux traitements, aider à harmoniser donc, les normes réglementaires et améliorer donc l'accès aux soins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit collaborer entre les pays de la sous-région pour on n'est pas obligé de tout faire, c'est juste travailler de façon collaborative entre nous et puis normalement on devait améliorer l'accès aux soins dans tous les pays. Donc renforcer les capacités réglementaires de chaque pays. Des exemples, ces exemples de collaboration sont toujours les bienvenus, donc afin d'assurer donc la protection des patients, l'efficacité des systèmes de santé de façon générale. Vous voyez, donc c'est comme ça que le travail doit se faire. Je crois sincèrement que c'est ce qui se fait au niveau de l'AMA et au niveau de l'OAS aussi. Toutes ces agences-là qui sont d'ordre régional, c'est la façon dont ils travaillent pour permettre cette harmonisation des pratiques dans tous nos États, ce qui va faciliter l'accès aux soins, l'accès aux médicaments, etc., etc. Ah oui, ici, j'ai essayé d'illustrer un peu les propos pour vous présenter les différentes instances réglementation, des différentes instances de réglementation. Donc, vous avez euh, ICH ou OMS, donc ce sont des instances euh, qui sont internationales. Donc, sur le plan international, c'est ce que nous avons. J'ai mis sur seulement les principaux, hein. Donc, ce sont les principaux ICH, c'est International Conference for Harmonization, et puis l'OMS, ça on connaît, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc, ces deux instances-là, sur le plan international, vont produire des, des normes et des lignes directrices. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK? Pour soutenir donc la production pharmaceutique mondiale. Ensuite, sur le plan régional, nous avons l'AMA, on vient de le citer, l'OAS, et puis l'UMOA, normalement, puisque AMA et OAS sont d'ordre régional. Donc, l'Union africaine, ça peut être au même niveau que l'OAS, et encore. Euh, oui, c'est ça. Donc, puisque Union économique et monétaire ouest-africaine, donc englobe tous les pays quasiment de la zone CFA. Donc, par contre, la CEDEAO comporte aussi d'autres monnaies. Donc, il y a le Ghana, etc. Donc, je crois que l'hiérarchisation se fait assez bien. Donc, ils sont quasiment sur le même plan. Donc, ce sont des choses qui sont ensemble, qui sont sur le même palier. En tout cas, c'est régional. Donc, ce sont des instances qui vont aussi créer des lignes directrices, participer à l'harmonisation de la réglementation, donc au niveau régional. Et après, nous avons nos agences sur le plan national, des agences ou des directions, hein, ça dépend des pays. Donc, c'est la façon dont les interactions entre ces agences-là se fait. Donc, chacun est lié à l'autre et souvent, nos agences en Afrique sont directement sous la responsabilité de l'OMS, puisque c'est l'OMS qui va faire l'audit de conformité de ces agences-là s'ils sont à un niveau de maturité acceptable par rapport aux lignes directrices liées donc à la réglementation pharmaceutique. Donc, ce sont des éléments que je voudrais partager aussi avec vous aujourd'hui. Donc, justement, en parlant des interactions entre euh, les, les agences, vous avez vu que j'ai nommé OMS et ICH. Donc, ce sont des normes internationales, hein. Enfin, ce ne sont pas des normes internationales, ce sont des organisations internationales qui vont élaborer
des normes internationales telles que celles établies par l'OMS et puis la SIH. Donc, ces réglementations vont influencer beaucoup les pharmaceutiques. N'oubliez pas que même en Amérique du Nord ou en Europe, on utilise ces réglementations, surtout de ICH, puisque ce sont les pays occidentaux, beaucoup qui font partie de cette organisation-là et qui émettent des lois et règlements, ou soit de la réglementation par rapport donc, aux pharmaceutiques. Donc, leur adoption, ces lois-là et réglementations, leur adoption est cruciale pour aligner les pratiques africaines sur celles des autres régions du monde. On va parler donc du rôle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En fait, comme je le disais, va établir donc des normes et des réglementations pour assurer la sécurité et l'efficacité des médicaments à l'échelle mondiale. On a ICH, donc ICH. C'est le Conseil international des harmonisations, donc va harmoniser les exigences réglementaires pour le développement des médicaments, améliorant ainsi la sécurité des patients. Et puis, donc, ces deux instances-là vont influencer sérieusement sur la qualité des médicaments. Donc, ils vont garantir que les médicaments sont de haute efficacité et qui ont une haute qualité, donc, et sûrs pour la consommation. Donc, l'Organisation mondiale de la santé et le Conseil national des harmonisations sont des acteurs clés qui établissent des lignes directrices pour l'évaluation des médicaments. Leur rôle est essentiel pour garantir la qualité et la sécurité des produits pharmaceutiques. OK? Donc, si vous avez besoin de lois et règlements de toutes sortes je dirais, euh, de lignes directrices, etc., etc., mais si vous allez sur ces deux sites de l'OMS ou alors de ICH, vous allez voir qu'il y a tout un tas de, de produits. Quand je dis produits, je veux dire des lignes directrices et des réglementations qui sont là. Et puis, euh, il suffit de, selon votre domaine, les appliquer. Et puis, enfin, je le dis de façon simple comme ça, mais bon, c'est pas aussi simple. Il faut d'abord lire et comprendre ce que, ensuite les mettre en place. Donc, et ça prend des spécialistes qui comprennent très bien ces réglementations-là. OK. Donc, voilà. Donc, la page web, la page Internet donc, de l'Organisation mondiale de la santé, où on voit, où on voit justement le, où on voit un instant, je crois que je me suis arrêté ici pour euh, nos amis là. Euh, est-ce que ça va? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Euh, j'ai l'impression que ils sont restés coincés sur la même page tout au long. Euh, ok, j'ai fait ceci. Non, ça va. OK. Donc, ouais, je disais, la page web donc, de l'Organisation mondiale de la santé, on a toutes all guidelines. OK, vous voyez. Donc, cela veut dire que ici, là, c'est tout des lignes directrices, production, développement, distribution, inspection, qualité, quality control, regulatory standards, préqualification, assurance qualité. Donc, tout ça, ce sont des classifications au niveau des normes et règlements ou des lignes directrices au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. On va voir aussi qu'au niveau de ICH, donc, il y a toute une organisation qui est structurale, je veux dire, qui est là par rapport aux lignes directrices.
On a les lignes directrices d'autres qualités, on a l'efficacité, on a le safety, c'est-à-dire la sécurité, et puis les multidisciplinaires. Donc, tout ça, c'est organisé de la façon. Si vous cliquez sur ça, vous allez voir qu'il y a différentes lignes directrices, réglementations qui sont liées à chacun des rubriques ici présentées sur la page web. Donc, c'est pour vous montrer grosso modo où vous devez aller chercher tous ces lois et règlements-là si vous en avez besoin. Mais en fait, en règle générale, c'est nous qui sommes spécialisés en réglementation ou en qualité, assurance qualité. C'est je dirais, c'est notre domaine de prédilection, c'est notre Bible. On va aller consulter régulièrement ces lignes directrices, on va les mettre en pratique dans nos différentes activités, etc. Donc, puisque tout le système qualité d'une entreprise pharmaceutique va se baser sur l'ensemble de ces réglementations-là et ne va pas le faire qui veut. Donc, comme je le dis toujours, il faut être formé, il faut être spécialiste. Ne vous aventurez pas si vous n'êtes pas formé, si vous ne comprenez pas ce que ces lignes directrices veulent dire. Donc, il n'y a pas d'improvisation là-dedans. Il y a beaucoup de vies humaines qui sont en danger par rapport à la production pharmaceutique. Donc, euh, voilà. Si on poursuit au niveau donc, de l'adaptation des normes internationales aux contextes locaux, donc vous avez vu le schéma que j'avais présenté au départ et que j'avais mis l'OMS-ICH en tête de liste et puis les autres agences de réglementation euh, qui suivent. Donc, effectivement, vous allez voir que les normes internationales jouent un rôle crucial, donc en fournissant un cadre uniforme pour la santé publique à l'échelle mondiale. Donc, on va se baser, ce sont des références en fait. Donc, comme ce sont des références, euh, et il faut dire que ce sont des experts en santé publique, en production pharmaceutique, enfin, experts. Je n'ai pas leur CV, mais je sais que ce sont des experts de tous les pays qui se réunissent pour définir ces lois et règlements et ces lignes directrices-là. Donc, il faut on n'est pas obligé de réinventer la roue. Le travail est déjà fait. Même si on trouve que c'est pas bon, c'est déjà fait. Donc, il suffit de prendre ces lois et règlements et lignes directrices, de les appliquer et puis de les corriger, de les adapter selon nos réalités locales. C'est ça, je veux dire. Donc, cette adaptation locale est très importante. Ne pas appliquer toujours les règles à la lettre. Il faut voir dans quel contexte c'est fait. OK, ça doit être appliqué aussi. Donc, c'est important de le souligner. Ça prend aussi en compte donc nos réalisations socio-économiques. Prendre en compte ces réalités-là, c'est essentiel pour assurer l'acceptabilité et la mise en œuvre réussie donc des normes. Toujours voir dans le cadre réglementaire dans lequel se déroulent les activités avant d'appliquer n'importe quelle réglementation ou ligne directrice. C'est pour ça que je disais tantôt, ne fais pas ça qui veut. Donc, bien que les normes internationales soient importantes, leur adaptation au contexte local est nécessaire, très nécessaire. Cela va inclure la prise en compte des réalités socio-économiques et des infrastructures de santé de chaque pays. Donc, c'est primordial. Et vous allez voir que toutes ces informations ou ces lignes directrices ou ces agences de réglementation, etc., ont une influence terrible sur le monde pharmaceutique en Afrique parce que la plupart de nos pays, bon, n'ont pas des structures assez adéquates pour les pharmaceutiques, etc. Donc, on va se baser sur euh, les normes internationales pour mettre en place nos lignes directrices ou alors nos activités de réglementation au niveau national. Donc, c'est très important de s'assurer que des experts comprennent bien toutes ces lignes directrices internationales et et qu'ils les adoptent, n'est-ce pas, au niveau national. Donc, les réglementations internationales vont modifier les politiques sanitaires
Ça prend des spécialistes pour en comprendre, pour assurer ou pour garantir une meilleure protection de la santé publique. On va aussi adopter les normes internationales pour améliorer la sécurité sanitaire et identifier les risques. On va aussi utiliser les lignes directrices internationales pour renforcer la confiance des consommateurs euh, dans les produits pharmaceutiques disponibles sur le marché. C'est ce que je disais tantôt. Donc, tous les produits que nous exportons, non, pas exporter, mais tous les produits que nous importons, puisque l'Afrique va importer plus de 90% de ces médicaments. OK? Donc, tous ces médicaments-là sont régis ou sont scrutés par les réglementations internationales. Okay? Donc, où ils ont eu une autorisation de l'OMS, puisque c'est l'OMS qui contrôle toute la zone pour les pays en voie de développement ou des pays sous-développés, on peut le dire. C'est l'OMS qui est le garant donc, de la conformité et de la qualité des médicaments qui vont être vendus dans ces pays-là. Okay? Puisque la plupart des pays n'ont pas d'agence de réglementation. Même si on en a, c'est le début, donc ne sont pas très efficaces. C'est en développement, donc, et c'est l'OMS qui va garantir tout cela pour que nous ayons une grande confiance donc, en ces médicaments et que nous assurons la sécurité sanitaire de nos pays respectifs. Donc, c'est important de le souligner. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qu'est-ce que représente l'affaire réglementaire au niveau de l'Afrique de l'Ouest? C'est le prochain qu'on va voir. L'Afrique de l'Ouest possède un cadre réglementaire unique qui répond à ses besoins spécifiques. Nous allons examiner comment les pays de cette région s'efforcent de réglementer efficacement les médicaments tout en faisant face à divers défis. Dieu seul sait que les défis, il y en a énormément. Tout au long de cette présentation, je les ai énumérés déjà. Donc, ça va être très rapide de passer à travers, encore une fois, donc, les, la façon dont nous allons aborder donc, les affaires réglementaires dans nos différents pays. Okay? Euh, c'est vrai que les pays africains, essentiellement les pays de l'Afrique de l'Ouest, ont mis en place donc, des réglementations spécifiques pour répondre à leur système de santé unique et à leurs besoins en sécurité. On en a cité, hein. Donc, il y a l'AMA, il y a l'OAS, etc., nommez-les. Donc, ce sont des organisations. Ça fonctionne, ils émettent des lois et règlements et ça fait partie donc de l'écosystème. Donc, et aussi sur le plan national, je viens de le dire, il y a des directions, il y a des agences. Donc, des mécanismes d'évaluation ont été adoptés pour mieux refléter les réalités locales et les défis rencontrés par chaque pays. Il suffit d'aller sur l'ensemble du territoire et de regarder les lignes directrices des agences nationales de médicaments. Vous allez voir au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, etc., nommez-les, au Maroc ou en Algérie, etc. Vous allez voir que ce sont des pays qui ont mis en place des instances et qui ont légiféré là-dessus. Et à ces agences émettent des lois et règlements, des lignes directrices pour contrôler la production pharmaceutique et la mise en marché des produits pharmaceutiques. Toute la zone du Maghreb, l'Algérie, Tunisie, Maroc, surtout l'Algérie et puis le Maroc, qui sont aujourd'hui des hubs pour la production pharmaceutique en Afrique. Donc, ces deux pays-là, eux seuls, innovent beaucoup aujourd'hui. Donc, si on a des exemples à prendre, des exemples chez nos voisins immédiats, je les citerai. Il y a aussi l'Afrique du Sud qui est très avancée, le Kenya qui va être avancé, et puis quelques pays anglophones qui se trouvent dans l'Afrique australe. Donc, ces pays-là sont très avancés par rapport aux pays dits francophones là, de l'Afrique de l'Ouest, en général de l'Afrique centrale. Donc, ce sont des éléments importants à considérer et puis à noter
que pourquoi on fait tout ça? C'est pour notre système de santé. Donc, avoir un système de santé efficace et puis avoir aussi une certaine diversité et pluralité. Et avoir une certaine diversité, c'est toujours essentiel à ce niveau-là. Donc, nous devons s'assurer que les éléments sont en place pour pouvoir euh, gérer ces éléments-là. Donc, très bien de voir que je suis en train de régler ici le live sur notre plateforme. Donc, c'est toujours, je n'avais pas suivi, ça s'est déconnecté. Mais bon, c'est l'aléa du direct aussi. Euh, Voilà, donc le système de santé en Afrique de l'Ouest nécessite des approches réglementaires spécifiques en raison de leur diversité et de leurs particularités. Ok. Donc, c'est très important de le souligner. Euh, donc, par exemple, il y a certains pays comme le Nigeria et puis le Ghana qui ont développé donc des réglementations spécifiques qui reflètent leur système de santé et leurs besoins en matière de sécurité. C'est pour en savoir, cela inclut des mécanismes d'évaluation adaptés aux réalités locales. Vous voyez? Donc, comme je le disais tantôt, les pays anglophones ont quand même une certaine longueur d'avance par rapport aux pays dits francophones. Ah oui, justement, ce qui nous amène à parler donc du Nigeria, qui est un géant en Afrique. Donc, ils ont quoi? Donc, ils ont en place une agence nationale euh, de médicaments. Donc, c'est l'agence, euh, c'est en anglais, hein, c'est comme ce sont c'est au Nigeria. Donc, c'est le National Agency for Food and Drug Administration and Control, OK, NAFDAC. OK. Cette agence-là est responsable de la réglementation des médicaments garantissant leur sécurité et leur efficacité au Nigeria. La réglementation des produits pharmaceutiques au Nigeria présente des défis importants, certes, tels que la contrefaçon et le manque d'infrastructures. Ça, je crois que c'est quasiment général pour tous les pays d'Afrique, hein, ce genre de défi-là. OK. Donc, c'est pas nouveau, mais bon, on le rappelle, quand bien même ils ont un succès avec leur NAFDAC, les défis sont là. Et puis, les études de NAFDAC révèlent des succès dans l'amélioration des normes de qualité et l'éducation donc des consommateurs sur les médicaments. Donc, c'est important de le souligner. C'est un exemple de réussite quand même. Je peux aussi citer le Ghana, hein, ou alors l'Afrique du Sud, ou alors le Kenya, etc., etc. Mais bon, au Nigeria, on va voir que le National Agency for Food and Drug Administration and Control joue un rôle central donc dans la réglementation des médicaments. L'étude de NAFDAC peut fournir des renseignements précieux. Donc, il suffit d'aller faire un tour sur le site web de ces agences-là et vous allez voir qu'il y a pas mal d'éléments, euh, des documents, etc., qui vont vous euh, donner des précisions sur la façon dont ces organisations, ces agences fonctionnent et aussi voir quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour l'autorisation de mise en marché, comment soumettre les dossiers de produits, le Drug Master File, etc., etc. Donc, ce sont des éléments qui existent et dont il faut en prendre connaissance. Essentiellement, cela va donner qu'au niveau des autres pays, là, on doit imiter cela. D'ailleurs, c'est ça la directive au niveau de l'UEMOA pour les pays de la zone UEMOA de mettre en place ces agences de réglementation. Donc, au niveau de l'état actuel et défi des réglementations pharmaceutiques en Afrique de l'Ouest, évidemment, on est en retard parce que la plupart des pays n'ont pas n'ont pas tous les éléments en place et que des problèmes de contrefaçon bas sont pleins. Donc, ce problème-là est très sérieux en Afrique de l'Ouest, affectant la santé publique et la confiance dans le système de santé.
Il y a beaucoup trop de faux médicaments. Des fois, je crois que les gens veulent arrondir la fin du mois, donc ils essayent d'introduire des faux médicaments sur le marché. Mais ce qui est sûr, comme je l'ai dit déjà, une harmonisation de la réglementation peut quand même venir réduire ce défi-là. Mais bon, il y a beaucoup de travail à faire, nous sommes conscients de ça, mais c'est à nous aussi de changer les choses, ne pas acheter tous les médicaments au bord de la route. Il faut aller dans une pharmacie et ne pas encourager le commerce donc des contrefaçons. Ensuite, il y a tout ce qui concerne le manque de ressources. Si vous voulez avoir euh, des idées, une idée précise sur tout ce qui concerne, je vais dire, les défis et les problèmes liés donc, au monde pharmaceutique, bon, je vais vous renvoyer à un live sur YouTube que nous avons fait tous les jeudis. Qualité se retrouve là. Donc, vous allez voir que on a parlé à l'âge donc du manque de ressources, des problèmes de contrefaçon, etc., qui entravent la mise en œuvre efficace de la réglementation pharmaceutique dans la région ouest africaine. Il y a aussi les accès limités aux médicaments, le pouvoir d'achat, etc., etc. Donc, ces éléments n'encouragent pas. Donc, rend vulnérable donc tous les systèmes au niveau donc tout le système de santé, je vais dire, au niveau de la zone ouest africaine. Donc, euh, concrètement, il faut pallier à cela, au manque de ressources, permettre l'accès aux médicaments. Oui, il y a certains pays aujourd'hui qui mettent en place donc une couverture universelle au niveau des soins de santé, mais bon, c'est le début, c'est un balbutiement. Euh, c'est pas encore très efficace, donc il faut donner le temps pour améliorer ce système-là et mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir assurer donc une couverture efficace euh, de la santé publique. Cela nous amène aux perspectives d'avenir. Évidemment, le tableau n'est pas tout à fait sombre, étant donné que nous sommes en marche, donc nous acheminons vers une certaine efficacité de la prise en charge de toutes ces lois et règlements et bonnes pratiques, et aussi au niveau de la santé publique. Euh, dans cette dernière phase donc, de notre présentation, je crois que nous allons aborder des défis persistants auxquels sont confrontées les affaires réglementaires pharmaceutiques et puis des initiatives qui sont en cours pour améliorer donc les capacités réglementaires. Les perspectives d'avenir seront également discutées, mettant en lumière donc les tendances émergentes. Donc, euh, d'emblée, on va voir que euh, le nerf de la guerre, le financement qui est limité. Donc, la plupart de nos pays et de nos acteurs ont besoin de financement. Donc, le financement limité constitue un obstacle majeur en développement des affaires réglementaires pharmaceutiques en Afrique, affectant la recherche et la mise en œuvre. Donc, quand je dis les acteurs, il y a les producteurs, les jeunes qui veulent se lancer, il y a les instances gouvernementales, ils n'ont pas nécessairement, ils ne mettent pas ou ils ne trouvent pas, enfin, le financement n'est pas là parce que, par exemple, pour une agence de réglementation, ben, ça prend l'agence, ça prend du monde, ça prend des ressources et tout ce monde-là, il faut les payer, etc. Donc, c'est des financements, hein. Donc, il faut essayer de les mettre en place. Ensuite, évidemment, le manque de personnel qualifié. Donc, c'est un domaine tout nouveau pour la plupart des pays africains, surtout pour la zone ouest africaine. Donc, est-ce que les gens sont qualifiés? Est-ce que les gens sont bien formés, etc., etc. Donc, des fois, on en a, on n'en a pas assez. Donc, il faut se former. Ce sont des opportunités pour les jeunes qui veulent, qui sont dans, enfin, la majorité sont au chômage. Au lieu de faire les étudiants, on peut se spécialiser dans tel domaine pharmaceutique. Pourquoi pas? Donc, aujourd'hui, toutes les connaissances sont disponibles sur le web. Il y a des écoles, il y a tout il y a des formations qu'on peut prendre à distance et peu importe le moyen.
l'essentiel, c'est de se former et puis avoir les connaissances nécessaires et des certifications pour pouvoir aller postuler à ces postes-là ou bien soutenir le développement de ces domaines-là, du moins. Et il y a des infrastructures qui sont insuffisantes, évidemment, on ne va pas revenir là-dessus. Les infrastructures, c'est toujours primordial. Est-ce qu'on a des locaux? Est-ce qu'on a des laboratoires? Est-ce qu'on a des agences? Est-ce qu'on a ci? Est-ce qu'on a ça? Non, mais ça vient, ça se développe. Mais bon, tout ça, ce sont des éléments qui favorisent le développement donc, du secteur réglementaire et puis du secteur pharmaceutique. Sans les équipements, sans les infrastructures, sans les laboratoires, etc., on ne peut rien faire. On peut avoir la connaissance, mais bon, s'il faut aller au pratico-pratique, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, il faut avoir tous ces éléments-là en place. Ça sont les défis tels que le financement limité, le manque de personnel, le manque d'infrastructures. Ce sont des éléments qui vont beaucoup entraver hein, le développement des affaires réglementaires. Donc, les identifier et puis les surmonter ne nous fera pas du tort. Au contraire, ça va nous permettre d'avancer. OK? Et puis, ça va nous permettre de devenir, de développer l'avenir donc du secteur, tout simplement. Et c'est important de le faire parce que nous devons inverser la courbe au lieu d'avoir 90% des médicaments qui sont importés. Il faut que nous soyons capables de produire les 90% là au pays et n'importer que 6. Vous voyez? Donc, renverser la tendance, je crois que c'est possible si les conditions se réunissent. Euh, donc, au niveau des initiatives pour renforcer les capacités réglementaires, donc, je crois que euh, évidemment, ça va être le contraire donc des défis qu'on a soulevés tantôt. La formation du personnel sera de mise. On doit être capable de développer des infrastructures et puis on doit être capable d'adapter la réglementation internationale, nationale, etc., etc. Donc, travailler à ce que nous rendons notre système assez euh, efficace, tout simplement. Donc, des initiatives nationales et régionales visent à renforcer déjà les capacités réglementaires, y compris la formation du personnel et le développement des infrastructures. Ces efforts sont cruciaux pour adapter les réglementations aux besoins émergents. Donc, c'est essentiel. Les perspectives d'avenir et tendances émergentes. Euh, Je crois que ici, on va mettre l'accent sur l'harmonisation des réglementations, donc qui va favoriser les échanges commerciaux et puis l'intégration régionale. Donc ça, je crois que on le sait déjà. Ensuite, il va y avoir l'adoption de nouvelles technologies. Il faut que on essaie de le faire et il va y avoir des politiques ou des pratiques basées sur des données probantes. OK? Donc, pourquoi harmoniser les réglementations? C'est pour faciliter les échanges commerciaux et l'intégration régionale en Afrique, rendant le marché plus accessible. Ensuite, on doit adapter de nouvelles technologies. Donc, euh, cette nouvelle technologie va permettre d'améliorer efficacement les processus réglementaires et de rendre les opérations plus transparentes et accessibles. Et sûr que dans nos continents, enfin dans nos continents, dans nos pays respectifs, on va entourer certaines pratiques, certaines connaissances de mystère. Les gens ne veulent pas dévoiler, etc. Alors que la connaissance doit se partager. Une connaissance qui n'est pas partagée, c'est une connaissance qui va mourir dans l'œuf. Donc, il faut partager les connaissances. Il faut permettre aux gens de se l'approprier et de l'exercer. Donc, au niveau de nos agences, etc., il faut que les informations circulent. Il faut que les jeunes soient formés, OK, etc., etc. Il ne faut pas avoir peur. Nous-mêmes, nos aînés doivent continuer à apprendre et instruire les jeunes à devenir
moins à les remplacer à un certain moment donné. Donc, il faut que la connaissance circule. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, etc., la digitalisation, la transformation digitale, tous ces éléments-là permettent d'aller vite avec peu de moyens aussi. Donc, il faut les exploiter. Ensuite, il faut mettre en place des pratiques qui sont basées sur des données probantes, évidemment. L'intégration des meilleures pratiques basées sur des données va renforcer la confiance des parties prenantes dans le système réglementaire. Ça prend des données. Aujourd'hui, nous sommes l'ère des données et que tout le monde peut aujourd'hui avoir accès à ces données et dire, bon, OK, le produit il est sécurité, le produit il est consommable, le produit est d'une très grande qualité. Vous voyez? Donc, c'est des éléments que nous devons mettre en place pour gérer efficacement ce que nous appelons les affaires réglementaires. Donc, ne pas perdre de vue ces éléments-là et que, de s'assurer que comment dirais-je, tout ce qu'on met en place favorise, n'est-ce pas, le développement du secteur pharmaceutique et puis la mise en place des systèmes pharmaceutiques qui rencontrent les exigences internationales. Donc, c'est très important que nous ayons euh, en vue ces éléments-là et que nous ne soyons pas du reste. Sinon, on va continuer pas à donner nos ressources aux autres, soit disant qu'on achète des produits pharmaceutiques, alors que nous pouvons les faire, nous pouvons fabriquer tout cela nous-mêmes sur place. OK? Donc, c'est possible. Moi, j'y crois beaucoup à cela, étant donné que je suis dans le domaine. Donc, c'est quelque chose que nous pouvons mettre en place avec une grande volonté de la part des uns et des autres. OK? Donc, voilà ce que je voulais dire à propos donc, de l'introduction des affaires réglementaires aujourd'hui. Et en conclusion, rapidement, euh, il faut voir que durant ce parcours, ce bref parcours sur les affaires réglementaires, ce qui en ressort, c'est que nous devons permettre à ce que les affaires réglementaires soient une constante évolutive en Afrique. OK? Pourquoi je dis ça? Parce que nous devons la développer, nous devons la mettre en place, tout en s'adaptant aux défis et aux opportunités. C'est pas parce que j'ai pas de voiture que je peux pas aller d'un point A à un point B. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de le faire? Oui, je peux aller à pied. Oui, je peux aller en, en moto ou en zémidjan. Trois, je peux aller à vélo. Donc, il faut toujours penser à des méthodes ou des moyens alternatifs. Donc, il faut être créatif aussi. Créatif et il faut innover. OK? Donc, si c'est pas possible de faire d'une façon, il faut le faire de l'autre façon. C'est ça qu'on veut dire. Ensuite, nous savons qu'il y a des défis au niveau de la région, donc bien que ces défis existent et qu'ils sont importants, nous devons les surmonter. OK? Donc, avec des efforts, avec notre créativité, avec notre innovation, etc. Donc, il faut toujours créer, s'assurer, penser à innover aussi dans le secteur parce que on ne peut pas tout faire selon ce qui est prescrit. Donc, parce qu'on manque des moyens, il y a beaucoup trop de défis, il n'y a pas d'infrastructure, on l'a vu tout ça. Il n'y a pas de financement, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On va rester les bras croisés ou on va mourir? Non. Donc, il faut retrousser les manches et commencer par penser à comment on peut renverser tout ça. Ensuite, les opportunités au niveau international, évidemment, des initiatives en cours et des normes internationales ouvrent la voie à une amélioration du cadre réglementaire et de la santé publique. C'est sûr que ça, c'est au niveau des instances gouvernementales, mais bon, n'empêche que le gouvernement ou les États doivent mettre en place un cadre réglementaire
qui facilite l'émergence de ces nouvelles technologies, des jeunes qui veulent innover, etc., etc. Si le cadre réglementaire n'est pas propice, c'est sûr qu'on va tuer la poule dans l'œuf. Donc, c'est pour ça que les instances de réglementation aussi doivent participer, nous permettre, enfin, les agences de réglementation nationales, je veux dire, et les gouvernements doivent mettre en place les cadres réglementaires propices pour favoriser le développement des jeunes et puis la mise en place donc du développement du secteur pharmaceutique aussi. Donc, tout ça va ensemble, OK? Donc, des fois, c'est aussi les gens du même secteur qui doivent se mettre en place et faire front commun pour peser sur les décisions au niveau gouvernemental. Donc, euh, tout le monde a un rôle à jouer à la fin de la ligne. OK? Donc, c'est sur cette note-là que je termine le, la présentation sur l'introduction aux affaires réglementaires du monde africain, surtout de l'Afrique de l'Ouest. Donc voilà, merci pour votre attention, merci pour avoir passé ce temps avec nous. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que euh, nous aurons notre troisième édition sur les bonnes pratiques de fabrication, surtout techniques de production pharmaceutique, euh, les 29, 30 et 31 octobre 2025 à Lomé au Togo sur le thème transfert de technologie. Alors, le transfert de technologie, c'est un thème qui va rassembler les bonnes pratiques de fabrication, le transfert de technologie lui-même et puis les techniques de validation de procédés pharmaceutiques. Donc, qui dit validation, qui dit transfert de technologie, dit transfert des méthodes, stabilité, validation. Donc, tous ces éléments seront vus en détail, pratico-pratique, comment on le fait. Nous, on est sur le comment. OK? Donc, apprendre les uns aux autres comment faire. Et je crois que c'est ça qui manque beaucoup à nos jeunes. Donc, on va leur donner cet outil-là pour que chacun puisse aller fabriquer pour nous des médicaments pour renverser la tendance de 90% des médicaments qui sont importés. OK? Et ça doit changer. Et il faut qu'on se le mette dans nos objectifs au niveau donc, des acteurs de développement de produits pharmaceutiques. Aussi, j'aimerais souligner que au niveau, sur notre site web plutôt, nous avons des formations en ligne et que les gens peuvent aller s'auto-former. Donc, vous vous inscrivez. Vous allez avoir d'abord, vous choisissez la formation, vous vous inscrivez et puis vous suivez la formation, vous passez les tests de connaissances et à la fin, le système va vous générer un certificat. Donc, comme nous sommes des formateurs agréés, donc vous avez des certificats ou des attestations qui sont reconnues que vous pouvez mettre de l'avant au niveau de votre CV lorsque vous allez chercher du boulot ou alors pour vous-même, pour le développement de votre future euh, unité de production pharmaceutique. OK? Donc, c'est très bénéfique et que nous pensons que ça peut aider les jeunes à, à évoluer. Donc, voilà ce que nous voulons partager aujourd'hui et que nous sommes ravis d'avoir passé à travers toute la présentation et vous donner les éléments essentiels pour la continuité donc de de votre parcours pharmaceutique. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine. Ciao.